Étudiants, chercheurs, doctorants, entrepreneurs, vos innovations peuvent changer le monde. Mieux se protéger, bâtir les territoires de demain, réussir la transition écologique et énergétique, créer l'entreprise et le travail de demain, nourrir l'humanité, faciliter la mobilité, répondre à l'épanouissement de l'individu, vivre et vieillir en bonne santé. À votre tour de révolutionner le monde de demain. Bonjour à toutes et à tous, j'ai fait un faux départ, excusez-moi. Je me suis laissé dire que vous travaillez dans le domaine de la recherche, du développement, de l'innovation. Vous êtes étudiant, doctorant, docteur peut-être. Bref, vous êtes des gens qui fréquentez les limites de la connaissance, peut-être aussi les limites des possibilités technologiques. Vous vous posez des questions, parfois vous êtes découragé. Certaines de ces questions sont sans doute vertigineuses, ce qui est normal parce que la recherche, c'est une sorte d'alpinisme intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est à l'aise, des moments où on n'est pas à l'aise, il y a des moments de jouissance, il y a des moments de souffrance. Et puis peu à peu, vous découvrez ce qu'on pourrait appeler l'érotisme des problèmes. Il y a des questions qui vous prennent, qui ne vous lâchent plus et qui vont féconder, structurer votre parcours professionnel, d'entrepreneur ou de chercheur, peu importe. Il y a toujours une idée fixe dans les vocations. Et vous savez que certaines idées, même des idées très très simples, peuvent à terme complètement changer la façon de comprendre le monde, parfois même l'univers. Et l'exemple, à mon avis, le plus illustratif de ce que je viens de dire, c'est évidemment Einstein, dont vous savez qu'il a dit à la fin de sa vie que l'idée la plus heureuse qu'il a eue au cours de sa vie, il l'a eue en 1907. Il était encore ingénieur au bureau des brevets de Berne. Il n'était pas à l'université, il n'était pas dans un laboratoire, il était à l'Office de la propriété intellectuelle de Berne en 1907, donc 2 ans après son année miraculeuse, au cours de laquelle il a publié 5 papiers qui ont changé en 5 points différents la physique. Mais il est encore là, et un jour, en rentrant de déjeuner, il fait comme chaque fois une sieste, une semi-sieste, enfin une sieste, disons, semi-éveillée. Il est sur son tabouret, il n'a pas de dossier. Et c'est voulu parce qu'il sait que quand il commence à s'endormir, il est réveillé par un réflexe musculaire qui fait que s'il a une idée, il est capable, il a suffisamment d'attention pour retenir l'idée qu'il a eue pendant cette phase un peu disons, de méditation. Et ce jour-là, il le dit, j'ai eu l'idée la plus heureuse de ma vie, j'ai compris qu'une personne en chute libre ne sent pas son poids. Cette idée me fit une forte impression, dit-il, et me mena 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. Et vous voyez que cette idée, n'importe qui aurait pu l'avoir. Parce que ce qu'il a compris finalement, c'est que quand vous tombez, c'est sous l'effet de la gravitation, mais les objets qui tombent avec vous, par exemple ce micro, si je le lâche alors que je suis en train de tomber, ce micro va tomber à la même vitesse que moi, puisque tous les corps tombent à la même vitesse. Donc moi qui tombe, je verrai mon micro qui ne tombe pas. Il sera en lévitation. Et donc j'aurai l'impression que la gravitation a disparu, alors même que je suis en train de la subir. Et Einstein, 8 ans plus tard, en se faisant aider par des mathématiciens, et après avoir énoncé, après cette expérience de pensée presque musculaire, comme il le dira lui-même, il a tiré tout le parti possible de cette idée, et ça va l'amener en 1915 à publier une nouvelle théorie de la gravitation, qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui va complètement changer la façon de la comprendre. Et à terme, ça va complètement changer la façon de comprendre l'univers. Il va comprendre qu'en fait, la gravitation, ça n'est pas une force qui se développe au travers de l'espace. C'est pas une force, en fait. C'est une déformation géométrique de l'espace-temps. Et ça va être un cadre théorique qui va permettre de donner un sens au mot univers. L'univers n'est plus l'ensemble
l'enveloppe un peu mal définie qui contiendrait tous les objets physiques, l'univers devient lui-même un objet physique, c'est-à-dire un objet qui a des propriétés qu'il possède en propre et qui ne dérive pas des propriétés des objets qu'il contient. Pour ça d'ailleurs que j'ai mis un petit scarabée au bord de ma veste, puisque quand le deuxième fils d'Einstein, alors qu'il avait 12 ans, a demandé à son père « Papa, pourquoi es-tu célèbre ?» Einstein a répondu « Quand un scarabée aveugle marche sur une feuille, il ne se rend pas compte que cette feuille est courbée. » Et moi, Einstein, j'ai compris ce que le scarabée aveugle ne peut pas voir, à savoir la courbure de l'espace-temps. Ça, c'est 1915. Après, on a découvert l'expansion de l'univers, etc., les trous noirs et d'autres choses. Et assez récemment, on a découvert pour la première fois les ondes gravitationnelles qui avaient été prédites par Einstein dès 1916. Ça veut dire qu'une idée toute simple, on ne sent pas son poids quand on tombe, dès lors qu'on la prend vraiment au sérieux et qu'on ne la lâche plus, devient une idée autour duquel va se greffer un formalisme théorique qui lui-même va être capable de complètement changer la façon de comprendre l'univers, sa structure et sa dynamique. Ça veut dire qu'il y a certaines idées en science qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler, à ce que d'aucuns ont appelé des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire, non pas des découvertes qui viennent coloniser la philosophie et remplacer le travail des philosophes. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des découvertes, en l'occurrence sur l'espace et le temps, qui, si on les prend au sérieux, viennent modifier, éclairer, peut-être même contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Et donc, c'est une invitation à croiser des disciplines. Et pour vous qui êtes chercheurs ou futurs entrepreneurs, il est important que vous n'hésitiez plus à dire ce que vous faites et aussi à dire ce que vous pensez de ce que vous faites. La crise sanitaire que nous avons traversée, que nous traversons encore, a bien montré que les rapports entre la science et la société ne se font pas bien. La pédagogie, ou plutôt la vulgarisation, comme on l'appelle, à laquelle j'ai consacré pas mal d'années de ma vie, quand on fait le bilan, c'est une sorte d'échec. Quand on fait de la vulgarisation, en fait, on a l'impression que ça marche. On donne des conférences, on écrit des livres, les conférences attirent un certain public, les livres sont parfois lus, on reçoit des questions intéressantes qui montrent que les livres contiennent des messages qui ont été compris. Mais en fait, quand on dit que ça marche, c'est qu'on est victime d'un double biais cognitif. Le premier, c'est un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, les vulgarisateurs ne rencontrent que des gens intéressés par la vulgarisation. Donc on a un biais de confirmation qui nous fait croire que tout le monde s'y intéresse, alors qu'en réalité, ça n'intéresse qu'une petite partie de la population. Peut-être parce que nous, les scientifiques, et je vous inclus dans le lot, n'avons pas trouvé la bonne façon de procéder. Et puis un autre biais qui est le biais du survivant, c'est-à-dire qu'on ne voit que des gens qui n'ont pas été traumatisés par l'enseignement qu'ils ont reçu des sciences au lycée, à l'école ou ailleurs, et qui sont prêts à faire ce petit parcours intellectuel qui les fait s'intéresser aux découvertes des scientifiques. Et je le dis parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de débats. Enfin, dans une société démocratique comme la nôtre, il est normal qu'on trouve les moyens de discuter démocratiquement du type de compagnonnage que nous voulons faire avec les nouvelles technologies. La 5G, le nucléaire, les vaccins qui sont à leur façon des produits technologiques, les OGM, etc. Et vous voyez bien que le débat public n'arrive pas à s'incarner réellement. Pourquoi? Parce qu'on observe qu'il y a une sorte de décorrélation complète entre la militance et la compétence. Autrement dit, les gens qui sont militants, et j'inclus derrière ce vocable ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Je parle de militance pro ou anti. OGM, vaccins, nucléaire, etc. Ce sont des gens qui ont un avis tranché et on a l'impression que le fait qu'ils aient un avis tranché les dédouane de s'instruire sur ce à propos de quoi ils ont un avis tranché. C'est comme si le fait d'avoir un avis tranché dédouanait
de l'obligation de se forger un avis. Se forger un avis, c'est un travail. Il faut enquêter, il faut s'instruire, il faut discuter, il faut interpeller les chercheurs, il faut discuter avec d'autres. Et ça demande, c'est très chronophage, ça peut être ennuyeux d'ailleurs, mais c'est la condition pour devenir compétent. Et j'ai l'impression que les gens compétents ne sont pas présents dans les débats publics, de sorte que les débats sont immédiatement polarisés par des positions très, très clivantes, et le débat n'a pas lieu. Ou alors quand il a lieu, c'est parce qu'en fait il est porté parce qu'un philosophe des technologies qui s'appelait Gilbert Simondon appelait le halo technologique, le halo symbolique des technologies. Par exemple, s'agissant de la 5G, lorsque quelqu'un dit avec la 5G, on pourra avoir des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur, il développe un récit qui va engendrer un certain halo symbolique autour de la 5G. Puis une autre personne va dire, avec la 5G, on pourra opérer des malades à distance, etc. En disant cela, il provoque l'apparition d'un autre halo symbolique. Et ce halo symbolique va vous plaire ou vous déplaire sans que ça réclame de votre part la moindre connaissance matérielle et objective de ce qu'est la 5G. C'est juste une image. Pareil pour le nucléaire. Demandez à vos amis pro-nucléaires, si vous en avez, pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires? Pourquoi on ne met pas de l'aluminium ou du krypton? Vous verrez que les réponses seront assez évasives. Maintenant, demandez à vos amis antinucléaires pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires et pas du krypton ou de l'aluminium. Les réponses seront tout aussi évasives. Et c'est pour ça qu'il me paraît important que, même si vous êtes pris par la passion de votre travail, vous passiez un peu de votre temps à expliquer ce que vous faites et à expliquer ce que vous pensez de ce que vous faites. Et pour finir, je vous laisse méditer la portée d'un dicton dont je ne sais pas s'il est albanais, moldave ou turc, mais ce dicton c'est « Quand les chèvres ont du lait, les hommes n'ont pas besoin de bouc émissaire ». Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Alors, comme le disait Paul, je suis un très vieil entrepreneur, encore plus vieux chercheur. J'ai créé ma première entreprise il y a plus de 30 ans, après avoir fait des recherches dans le domaine de la radiocommunication. Fils d'agriculteur qui n'aimait pas l'agriculture, mes parents m'ont aidé à faire des études et j'ai un jour eu la chance de tomber sur une encyclopédie où on expliquait comment faire un poste à galène. C'est un poste radio qui vous permet d'écouter la radio sans qu'il y ait de pile, d'énergie pour cette radio. Et je suis rentré dans ces ondes, dans comment on passe de l'information à travers les ondes. J'ai fait de la recherche sur les radiocommunications à une époque où les choses évoluaient très très fort et j'étais passionné par ça. Et donc le premier message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est finalement la passion. C'est quelque chose qui nous est donné à travers la vie que nous avons. Et c'est quelque chose qui, moi qui suis entrepreneur depuis 30 ans, je n'ai toujours pas compris d'où ça venait. Mais il faut l'accueillir en soi. Et ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez tous la chance de creuser un sujet particulier. Et comme le disait Étienne avant moi, je pense que c'est super important, avant de vouloir changer le monde, d'être en position d'aller creuser un sujet. Creuser un sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement se donner des racines, apprendre à savoir quelque chose profondément, apprendre aussi à ne pas savoir, à comprendre ses limites. Et moi, dans le domaine des radiocommunications, on a démarré des choses, on a fait avec Paul et Nicolas des livebox, des choses comme ça. Et puis, on a eu l'impression de changer le monde. On a eu l'impression de changer le monde parce que finalement, on amenait Internet à tout le monde et c'était une belle aventure. Mais pour aller de ce poste de chercheur à ce poste d'entrepreneur, eh bien, à un moment donné, il y a eu un moment de questionnement. Et pour moi, le questionnement, ça a été finalement
j'arrive pas à travailler avec les industriels, ils ne m'écoutent pas en tant que chercheur, et donc je vais y aller avec un associé qui était mon directeur de thèse. Et on a démarré comme ça à une époque où, franchement, c'était compliqué d'être entrepreneur. Et puis, bon, on a eu plein de déboires, etc. J'ai vécu cette première expérience d'avoir une entreprise qui soit rachetée et qui soit quelque part engloutie dans l'entreprise qui l'a rachetée. Et là, je me disais, mais je devrais être très triste parce que finalement, j'ai cru qu'on allait changer le monde en faisant cette entreprise, ces box, etc., cet accès Internet pour tout le monde. Et je m'aperçois aujourd'hui que ça disparaît, que c'est englouti dans un grand groupe. Et je me suis aperçu que je n'étais pas triste. Et pourquoi je n'étais pas triste? Parce que, en fait, à ce moment-là, je comprenais que ce qui était important, ce n'était pas la cathédrale qu'on avait essayé de faire, c'était pas de vouloir changer le monde, mais c'était que moi, j'avais été changé et que j'avais vécu des relations avec d'autres. Et donc, le point, je pense, le deuxième point que je voudrais vous dire, c'est finalement, entreprendre, c'est vivre une expérience avec d'autres, c'est vivre une expérience avec des collaborateurs, et c'est une richesse absolument incroyable parce que c'est quelque chose qui va nous changer. Et donc, on passe de prendre des racines, vouloir changer le monde, et puis découvrir que finalement on est changé. Et donc, les 3 mots que je voudrais vous laisser ce matin, c'est creuser, creuser en faisant de la recherche, creuser dans un domaine très particulier, dans un domaine très étroit, aller au bout de ce que vous comprenez, de ce que ne vous comprenez pas. Et puis à un moment donné, vous allez sentir en vous que cette façon dont vous avez creusé, vous avez envie de la partager. Et à ce moment-là, il faut écouter son cœur. Moi, j'invite souvent des entrepreneurs avec qui des jeunes avec qui j'ai travaillé, qui deviennent entrepreneurs, à prendre une semaine au vert pour tout seul, sans leur conjoint, surtout sans leurs parents, sans leurs enfants, etc., pour sentir dans le silence qu'est-ce qui m'habite et qu'est-ce qui me donne envie d'avancer. Parce qu'au final, on parle aujourd'hui d'entreprendre, on parle d'entreprise, mais on entreprend quel que soit le mode de vie que l'on a de participer à la société. Et ça, c'est important, c'est de trouver quelle est sa façon de vivre sa vocation. Et cette vocation, elle peut être, bien sûr, d'entreprendre, elle peut être de participer à une entreprise, et cette vocation, elle va nous changer. Elle va nous changer, et donc on va passer de ce désir de changer le monde à cette participation à un monde que l'on voit changer et auquel on est heureux de participer. Voilà, donc c'est creuser, écouter son cœur, participer à une transformation du monde qui démarre par cette idée qu'on va le changer, mais au final, ce qu'on découvre, c'est qu'on participe à son changement. On est un petit maillon d'une énorme chaîne dans une période qui est absolument extraordinaire. Soyez convaincus que vous vivez une période extraordinaire dans un pays extraordinaire. Jamais il n'a été aussi facile d'entreprendre. Jamais la recherche profonde, la deep tech n'a été aussi nécessaire à la transformation du monde, et vous le savez, vous le sentez bien après ce que nous venons de vivre avec le Covid, et jamais nous avons été aussi bien accompagnés. Donc, creusez, écoutez, participez. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin, et pour le dire encore mieux que moi, j'invite 3 jeunes femmes entrepreneuses qui sont Sylvie, Joanne et Justine à me rejoindre sur scène. Alors, Joanne, peux-tu nous parler de ton parcours? Certainement. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Joanne, je suis la présidente et cofondatrice de la société Omini. Et au sein d'Omini, nous développons une nouvelle génération de dispositifs de tests sanguins, portables et connectés, pour le suivi des maladies chroniques, en particulier à domicile. Et donc, dans les quelques minutes qui suivent, j'ai envie de vous parler de mon parcours, parce que de formation, je suis biochimiste. J'ai fait une thèse de doctorat pendant 4 ans. J'ai adoré mon travail de thèse, ça s'est passé dans de très bonnes conditions, j'ai pu publier, j'ai pu voyager, j'ai pu partager la science, mais pendant cette thèse, je me suis rendu compte assez vite que mon avenir n'allait pas être dans la recherche académique au sens classique du terme. Je souhaitais rester dans la science d'une manière ou d'une autre, et donc j'ai commencé à chercher d'autres pistes.
Et entre autres, je suis tombée sur l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat dans les biotechnologies et dans la deep tech. Et donc, après ma thèse, j'ai eu la chance de rejoindre un programme qui s'appelle Entrepreneur First. Et au sein de ce programme, j'ai pu rencontrer la cofondatrice de la société Omini, Anna. Et Anna venait elle-même aussi avec une thèse de doctorat en bioélectronique. Elle avait travaillé pendant sa thèse et pendant son postdoctorat sur des capteurs qu'elle souhaitait mettre en valeur, qu'elle souhaitait mener vers un marché. Elle croyait tellement à cette technologie, mais elle ne voyait pas d'avenir pour cette technologie dans le milieu académique. Donc on a commencé à réfléchir ensemble, on s'est posé des questions et on a décidé de mener cette technologie vers le marché de la santé. Et donc, pour la faire courte, 3 ans plus tard, aujourd'hui, nous sommes en train de développer un dispositif pour le suivi de maladies chroniques, notamment l'insuffisance cardiaque à domicile, mais en utilisant les marqueurs sanguins. Pourquoi je le précise? Parce que quand on observe la transition qu'on observe dans notre monde au niveau du milieu de la santé, on voit émerger de nouveaux outils très intéressants pour la télésurveillance, pour le suivi du patient à domicile et à distance, mais on ne voit pas encore une transition de la biologie médicale, c'est-à-dire des tests sanguins, du laboratoire vers ce besoin de médecine décentralisée et personnalisée. Et donc le choix qu'on a fait, c'est de prendre cette technologie de capteur qui est capable de s'adapter à la détection de plein de marqueurs sanguins et de la mettre dans un petit dispositif portable à la main pour que le patient puisse tester à domicile un certain nombre de marqueurs sanguins et transmettre cette mesure à son médecin. Son médecin va pouvoir suivre ces mesures, être averti en cas de rechute du patient, en cas de dégradation de son état de santé, pour pouvoir intervenir et modifier son traitement avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il y ait hospitalisation. Et donc, dans ce parcours, aujourd'hui, sans m'en rendre compte, avec ma collaboratrice, nous sommes en train de transformer le milieu de la santé. Avec une technologie pour laquelle, au début, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire, on a pu, après des études de marché, après beaucoup de travail pour comprendre notre marché, pour comprendre les levées de fonds, pour pouvoir parler à des investisseurs, on a pu choisir une thématique dans laquelle on voulait transformer le parcours du patient pour le mener vers l'optimisation, vers la fluidification. Mais en parallèle avec cette transformation, en parallèle avec ce chemin qu'on est en train de mener pour prendre cette technologie d'un laboratoire vers un marché, nous avons aussi subi une transformation profonde nous-mêmes. On était toutes les deux chercheuses de formation, on a dû apprendre ce que c'était l'entrepreneuriat. Moi-même, j'ai décidé et je suis devenue présidente de l'entreprise, ce qui veut dire que je ne pouvais plus être au labo, mais que je devais plutôt être en train de communiquer, de partager, de pitcher devant des investisseurs. J'ai dû apprendre tous ces outils. Et donc, progressivement, je me suis transformée de chercheur à entrepreneur. Je n'étais pas complètement transformée puisque j'ai utilisé ma rigueur de chercheur, mon intuition en tant que chercheur pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir aller comprendre et choisir et décider. Mais j'ai aussi appris à mieux communiquer. J'ai appris comment valoriser ma technologie. J'ai appris aussi comment communiquer avec ma cofondatrice, comment monter une équipe ensemble, comment recruter. Et enfin, en étant entrepreneur, j'étais transformée aussi au niveau personnel. Avec tout ce skill set que j'ai acquis, je suis une meilleure personne dans ma vie personnelle, je communique mieux, j'ai de meilleures relations et je suis plus ouverte aussi au monde. Et donc, dans l'entrepreneuriat, en devenant entrepreneur, on peut transformer notre monde aujourd'hui, mais il faut aussi laisser l'entrepreneuriat nous transformer. Je vous remercie. Merci, Joanne. Sylvie, un autre parcours très impressionnant également. Merci. Bonjour à tous et surtout merci à BPI-France de pouvoir me donner la chance d'assister à cet événement très inspirant. Donc, il y a un an, jour pour jour, ici même, je pitchais sur le thème de la liberté. Et j'avais commencé en citant une figure féminine très inspirante, Hannah Arendt. On est libre de changer le monde et d'y introduire de la nouveauté. Je vais rester sur ce thème, mais je vais l'aborder différemment parce qu'aujourd'hui, je m'adresse à un public qui se pose très certainement la question d'entreprendre. Pourquoi? Comment? Le pourquoi, vous l'avez peut-être déjà au fond de vous, en train de mûrir, ou peut-être pas encore. Mais le pourquoi, c'est ce qui nous donne la force d'entraîner les autres dans nos rêves, de rebondir à chaque échec, et il y en a. Et surtout, si on est très persévérant, ce pourquoi nous donne les ailes de la réussite. Le pourquoi, pour moi, a commencé juste après l'école, quand j'ai rejoint une start-up à Boston, une start-up créée par un Chinois et un Américain, quelque chose d'explosif. Mais en tout cas, dans cette entreprise, une dizaine
de nationalités, une trentaine de chercheurs et d'ingénieurs, tous engagés, passionnés pour développer et commercialiser les futures générations de transmission optique. En plus, 3 ans auparavant, une équipe de chercheurs internationaux, dont le français Emmanuel de Survire, venait d'inventer l'amplificateur à fibre d'Operbium. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais ça a été une invention qui a révolutionné les transmissions optiques très haut débit et qui ont permis les transmissions entre continents. Donc pour moi, à la suite de cette start-up, c'était une évidence. Il fallait que j'approfondisse mes connaissances. J'ai fait une thèse dans les communications optiques. Et puis le reste de mon parcours dans des grands groupes, Alcatel, CGG Veritas, mais toujours à la recherche de la lumière pour transporter les données, la lumière comme capteur, et puis à la recherche de la diversité pour exhauster l'innovation. J'ai finalement rejoint le CEA Leti pour créer Scintille Photonics. Et le CEA, à l'époque, développait une technologie disruptive de circuits photoniques intégrés. Donc, toute la matière était là. Ensuite vient le passage à l'action d'entreprendre. L'action d'entreprendre, c'est se connecter aux autres. Et pour ça, comme l'a dit Eric, il faut s'exposer. Il faut s'exposer pour créer les opportunités, les concrétiser. Et donc, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Une professeure de l'Université de Toronto, des personnes qui aujourd'hui sont des partenaires industriels, des clients qui ont donné des coups de main pour valider la technologie à faible coût. Et voilà. Sourire, c'est pour montrer une image. Aujourd'hui, Scintille a 3 ans. 3 ans, beaucoup de défis encore devant elle, mais déjà des clients qui font rêver, des leaders du calcul haute performance, des leaders de l'intelligence artificielle, des équipementiers réseau. Et donc, aujourd'hui, Scintille est comme je l'avais rêvé, comme je continue à la rêver, le multiculturalisme, la diversité au service de l'innovation, d'une entreprise qui a 3 ambitions, connecter les hommes entre eux. Et Scintille en est un véritable exemple. On a des équipes qui sont sur plusieurs continents et on arrive à travailler sans se déplacer de façon efficace. Accélérer la connaissance du monde grâce à nos technologies de circuits photoniques intégrés. Et tout ça dans le respect de l'empreinte environnementale. Les technologies de transmission optique ont toujours dû faire mieux que l'électrique en termes de consommation. C'était leur raison d'être acceptée sur le marché. Donc ça, c'était le pourquoi, parce que c'est le plus important, c'est celui qui nous fait bouger. Et le comment, aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils en France pour accompagner les entrepreneurs. BPI France a développé tout un jeu d'outils qui accompagne l'entrepreneur et l'entreprise dans sa montée en maturité. Il y a aussi les SAT en France qui ont été créés dans le cadre du plan d'investissement d'avenir pour valoriser la recherche publique, et des organismes comme le CEA, dont un des objectifs est de valoriser la technologie, la recherche à travers des startups. Donc pour toutes ces raisons, soyez ambitieux, soyez audacieux. La liberté de pouvoir réaliser ses rêves, ça vaut tout, ça vaut tout. Merci. Merci Sylvie, magnifique. Donc après la santé, après la façon de communiquer, l'agriculture avec Justine. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir être parmi vous aujourd'hui et espérer vous donner l'envie de passer le pas et de faire un grand saut si vous avez encore des doutes, en vous racontant une petite histoire, une toute petite histoire d'une petite fille de 4e qui a eu un rêve, c'était de changer l'agriculture déjà à ce moment-là, qui a un peu perturbé la conseillère d'orientation de l'époque qui ne connaissait pas vraiment ce que c'était que l'agronomie. Par la suite, j'ai donc fait un bac scientifique, mais dans un lycée agricole, où j'ai pu découvrir ce monde-là, qui m'a tout de suite fascinée et passionnée, tellement enrichissant et tellement plein de questions que j'avais hâte d'essayer d'y répondre. J'ai donc été à l'université par la suite et je me suis trouvé une nouvelle passion, la microbiologie. Mais comment ne pas être fasciné par des organismes qui ont une seule cellule et qui sont capables d'être présents partout, qui ne se sont pas encombrés et qui ont cherché à communiquer avec les autres pour être plus forts et être présents partout. Donc j'ai été jusqu'à un doctorat de microbiologie
Et j'ai travaillé sur les associations entre les plantes et les micro-organismes qui sont présents dans le sol et qui sont capables de faire un mariage heureux. Je n'ai pas travaillé sur le côté pathogène, mais plutôt le côté symbiotique, ce qui heureusement pour nous est quand même, la plupart des micro-organismes sont plutôt sympathiques. Et donc de comprendre comment on pouvait produire autrement avec les problématiques et les enjeux actuels de l'agriculture qui sont d'avoir moins de terres agricoles, de devoir répondre à des problématiques de changement climatique, de moins de ressources en eau en particulier, mais aussi de devoir produire différemment en réduisant nos impacts environnementaux. Ça a été une partie du sujet de ma thèse, mais qui était sur quelque chose de très précis, comme souvent, sur une association particulière entre des légumineuses et des bactéries symbiotiques. Et par la suite, j'ai découvert qu'il y avait un monde encore plus vaste, en travaillant à l'université de Turin, sur des champignons mycorhiziens qui, eux, mycorhizent plus de 85% des plantes terrestres. Bon, bah là, j'avais un champ d'action possible sans limite. Et donc, j'ai eu l'idée, avec ma cofondatrice, de créer Mycophyto. J'ai voulu créer cette société pour faire sortir les savoirs des laboratoires et apporter aux agriculteurs des outils efficaces qui leur permettent réellement de mettre en place cette transition agroécologique. Le parcours, par la suite, ça a donc été une incubation à l'incubateur PACA Est, un soutien très vite de BPI France avec une bourse French Tech qui m'a permis de pousser le pas de la création de l'entreprise. Et ensuite, mon université, l'Université Côte d'Azur, qui nous a accompagnés via un appel à projet de prématuration pour démontrer que notre solution de travailler sur la microbiologie des sols, sur cette biodiversité, était la bonne, avec un exemple sur une culture maraîchère. Cette société, Mycophyto, a maintenant quelques années. Elle a été créée en 2017. On a passé une première étape en 2019 avec une levée de fonds. Alors moi aussi, j'ai eu à changer, j'ai l'impression, en peu de temps, déjà 3 fois de métier. J'étais dans un laboratoire et j'y suis plus vraiment maintenant. On a fait une première levée de fonds, on a été lauréat iLab. Et puis, on a donc eu une équipe de 10 personnes. Et aujourd'hui, on a fait nos preuves de concept, on a déjà des clients. On a renforcé notre connaissance sur ces champignons-là, sur ces organismes encore inconnus. Le sol est plein d'inconnus encore pour nous, malheureusement. Et puis aujourd'hui, une nouvelle levée de fonds, un enjeu de croître, d'accélération, de développement de produits. Et puis lauréat Innove récemment pour poursuivre l'aventure sur la compréhension de ces organismes et comment on va pouvoir trouver des solutions qui vont permettre de produire mieux avec moins et produire plus pour nourrir tout le monde. Voilà, donc moi aussi l'entrepreneuriat m'a bien changé. J'ai pu aussi réaliser mes rêves et ça je crois que c'est la chose la plus importante, réaliser tous vos rêves. Voilà. Donc, merci à toutes les trois magnifiques parcours, à la fois une passion qui vient parfois de tout jeune, parfois un peu plus tard, une expérience d'entrepreneur qui nous transforme. Alors, je voulais vous demander à chacune de vous trois, finalement, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu dans les autres parcours ce matin? Joanne? Moi, je retiens la transformation, la résilience de l'entrepreneur, l'agilité en soi, d'aller du doctorat, du parcours du chercheur vers l'entrepreneuriat, mais aussi la réalisation des rêves. C'est ce que ça vous permet de faire en devenant entrepreneur, de changer le monde, de transformer. Et donc, je vous y encourage. Sylvie? Moi, je retiens aussi ça, la réalisation des rêves qui dépasse tout et qui fait qu'on s'accomplit, qu'on se transforme. Je retiens aussi qu'il n'y a pas de parcours typique. Je prends pour l'exemple le parcours de Joanne et le mien. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps que toi, Joanne. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, il y a tous les outils qu'il faut, surtout en France, pour accompagner les entrepreneurs. Et puis même une start-up, si vous rejoignez une start-up, je peux vous garantir qu'on forme aussi en accélérer les futurs entrepreneurs. Donc, bienvenue aussi dans nos start-up. Merci. Justine? Oui, moi j'avais l'impression d'être presque un extraterrestre au départ quand j'ai été en thèse et que j'ai voulu devenir entrepreneur. Je me rends compte qu'on est plein d'extraterrestres et ça c'est chouette aussi de voir finalement on n'est pas tout seul à avoir ces idées-là et qu'il faut effectivement beaucoup d'agilité mais surtout beaucoup de passion pour faire ça. Et comme tu l'as très bien dit, au-delà de l'entrepreneuriat, nos startups sont aussi prêtes à accueillir de nouveaux talents qui ont envie de mettre leur recherche et leur savoir au service de cette accélération.
Merci. Donc, une transformation personnelle à travers l'entrepreneuriat. Ce que Joanne et Justine ne vous ont pas dit, c'est qu'elles sont toutes les deux mères de petits bébés très récents, donc en même temps qu'elles sont entrepreneuses. Une vie qui est complètement transformée par cette expérience d'entreprise. On va là où on n'avait pas prévu d'aller. Voilà, et donc maintenant c'est à vous, on compte sur vous. Comme le disait Nicolas en introduction, jamais il n'y a eu autant d'outils pour vous donner autant de pouvoir dans les racines que vous allez développer à travers votre recherche. Donc faites-nous profiter tous de ce que vous allez trouver dans la recherche à travers l'entrepreneuriat. Merci. Merci Eric, merci mesdames pour ce partage. Donc vous l'avez vu, le monde de l'entrepreneuriat dans la deep tech, c'est un monde d'abord de diversité et aussi un monde d'émotion dans cette transformation qui se met en place. Mais pour créer ces futures très grandes entreprises qui transforment le monde, il faut aller chercher les technologies. Et ces technologies, elles sont dans les labos de recherche, elles sont sur des paillasses, dans les universités, dans les grands centres de recherche. Et c'est bien cette connexion qu'on cherche ce matin. Et pour parler justement de cette transformation, de ce que c'est que la recherche aujourd'hui, de ses enjeux, de la façon dont fondamentalement elle a évolué les dernières années, je suis très heureux d'accueillir Antoine Petit, le président du CNRS. Voilà, c'est parti.